croyez-le ou non, j'ai été amnésique. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque je me suis réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir de qui j'étais. Je me souviens avoir ouvert les yeux et de n'avoir aucun souvenir. Imaginez-vous vous réveiller sans même connaître votre propre nom. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et activer les notifications pour des histoires plus étonnantes comme celle-ci. Les médecins m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé sur le bord de la route avec une fracture du crâne. Un passant a appelé une ambulance et j'ai été immédiatement emmené pour une opération. Ils m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais que j'étais amnésique. Je ne savais pas quoi penser. Tout cela était tellement surréaliste. J'avais des souvenirs brefs et éphémères de mon passé, comme faire de la balançoire ou regarder un film au cinéma. Je pouvais me rappeler comment parler, comment compter, comment payer les impôts, mais c'était tout. Je n'avais aucun souvenir de visage, de nom ou d'adresse. J'aurais aimé savoir qui j'étais, quelle vie j'avais eue. Ai-je eu des parents qui pensaient à moi? Tout ce que je savais, c'est que je pourrais avoir une femme et 7 enfants. Essayait-il à ce moment-là de me trouver? Les médecins m'ont dit que c'était une affaire délicate d'essayer de retrouver des souvenirs perdus, en particulier avec une amnésie aussi grave que la mienne, mais ils ont dit que je pouvais essayer d'aller en thérapie. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis allé en thérapie et j'ai essayé des exercices censés m'aider à retrouver la mémoire. Le thérapeute a essayé cette activité d'hypnose pour essayer de trouver des souvenirs profondément enfuis dans mon esprit, mais rien ne s'est produit. Ils m'ont conseillé d'écouter de la musique, peut-être que cela déclencherait un souvenir passé, mais rien ne s'est passé. Ils m'ont dit de beaucoup manger et de manger des plats différents, comme du poisson avec des frites, du ragoût de bœuf et même une salade César, mais toujours rien. Ils ont fait toutes sortes d'activités pour essayer de faire revenir mes souvenirs, mais en vain. Je commençais vraiment à me sentir mal. Est-ce que je retrouverais un jour mes souvenirs? J'ai lu un tas d'histoires sur des personnes qui souffraient d'amnésie et cela disait que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais retrouvé leurs souvenirs. Ça me faisait peur. Et si je restais cet homme perdu et désorienté toute ma vie? Et si je ne trouvais jamais ma famille? J'avais tellement peur que cela puisse devenir ma vie. Pendant ce temps, j'ai réussi à trouver un emploi mal payé dans un restaurant de restauration rapide, mais le salaire était si mauvais et j'ai dû faire des heures supplémentaires. Les clients étaient toujours assez impolis avec moi et ils ne me donnaient pratiquement aucun pourboire. J'avais de la chance d'avoir un repas à la fin de la journée. Il n'était pas rare que je m'endorme encore le ventre vide, n'ayant pas assez d'argent pour acheter le repas du soir. J'étais vraiment misérable. Tout au long de ce processus, les médecins et les infirmières avaient regardé dans les rapports de personnes disparues pour essayer de voir si quelqu'un me recherchait. Mais c'était difficile, d'autant plus que les rapports de personnes disparues pouvaient être perdus dans chaque état du pays et qu'ils n'avaient aucune idée d'où je venais. Pendant quelques mois, c'était comme ça. J'attendais un coup de fil pour qu'on me dise qu'ils avaient retrouvé ma famille, qu'ils me recherchaient, mais aucun coup de téléphone n'est arrivé. J'ai continué à bosser et assister aux séances de thérapie qui ne semblaient jamais fonctionner. J'ai commencé à penser que peut-être personne de mon ancienne vie ne me recherchait. Peut-être qu'ils étaient mieux sans moi. Maintenant, je ne connaissais pas mon nom, mais j'étais en ligne un jour lorsque cette annonce est apparue pour ce nouveau logiciel. Ça disait que vous pouvez même vous rechercher sur Google grâce à la reconnaissance faciale. De cette façon, vous pouvez trouver toutes les images qui contiennent votre visage. Je ne pouvais pas croire la chance que j'avais. C'était l'opportunité parfaite. Je me suis donc recherché et bien sûr, j'ai eu des résultats. J'ai commencé à faire défiler les liens et j'ai cliqué sur un article, mais ce que j'ai vu m'a beaucoup étonné. J'ai découvert que j'étais millionnaire. Ce site internet disait que je possédais une énorme entreprise qui vendait des voitures et que j'avais un tas de propriétés à travers le monde. J'étais riche. J'ai aussi découvert que j'avais une famille, une femme et non pas 7 mais 3 enfants. J'ai réussi à retrouver ma page Facebook et c'était tellement réaliste de voir que j'avais toute cette vie mais que j'avais tout oublié. Je vivais actuellement dans ce minuscule appartement avec de la moisissure sur les murs et des rats qui couraient de partout, mais je ne savais pas que j'étais en fait millionnaire. J'avais envie de retrouver ma famille et de leur dire que j'étais toujours en vie. Vous pourriez penser que j'aurais retrouvé mes souvenirs maintenant, mais non. Les images de ma femme et de mes 3 enfants ne semblaient pas déclencher quoi que ce soit. Les souvenirs semblaient rester perdus. J'ai retrouvé le compte Facebook de ma femme et je lui ai envoyé un message. J'utilisais un autre Facebook, j'ai dû en créer un nouveau avec un nouveau nom car j'étais amnésique et elle a lu mon message tout de suite. Je lui ai envoyé ce message. « Bonjour, je pense être votre mari. A-t-il disparu récemment au cours des derniers mois? Je suis amnésique, alors j'ai perdu tous mes souvenirs, mais je pense que vous étiez ma femme. J'ai retrouvé toutes nos photos ensemble et on dirait moi. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez perdu votre mari. Merci. » Elle a répondu « Cassez-vous, ce n'est pas drôle du tout. » J'en avais des frissons. Elle pensait que je lui faisais une farce. J'ai rapidement commencé un chat vidéo et pendant quelques minutes, j'ai pensé qu'elle allait me raccrocher au nez. Mais ensuite, elle a répondu à l'appel et elle a crié quand elle a vu mon visage à travers l'écran. Elle a hurlé.
Je ne peux pas y croire, avec des larmes coulant sur son visage. J'ai souri, mais je ne me sentais pas aussi heureux qu'elle. Je ne la connaissais pas. Elle était très jolie et semblait très gentille, mais je n'avais pas les souvenirs de l'homme qu'elle avait épousé. Elle a accepté que nous nous rencontrons en personne et de m'aider à surmonter ça. Le lendemain, j'ai pris l'avion et me suis envolé pour rencontrer ma femme et mes 3 enfants. Ils étaient tous tellement bouleversés et ils pleuraient de joie. Mais je ne savais pas vraiment quoi ressentir. Je ne les connaissais pas. Celui que j'avais été auparavant, pour moi, cet homme était parti. Je n'avais aucun souvenir d'eux. Je pouvais lire sur leur visage qu'ils étaient aussi tristes que moi. Imaginez retrouver votre mari ou votre père après avoir pensé qu'il était perdu, mais seulement pour constater qu'il ne se souvenait pas de vous. Mais j'ai persisté à essayer de retrouver mes souvenirs. J'ai réservé davantage de séances de thérapie pour essayer de m'aider. Et cette fois, j'avais un but. Je devais retrouver mes souvenirs si je voulais à nouveau une famille. Pas longtemps après, ma femme a appelé mes parents qui sont venus nous voir dans la foulée. J'habitais maintenant chez ma femme, mais ça semblait très bizarre pour moi. Dans tous les cas, j'ai rencontré mes parents et la même chose est arrivée. Ils étaient si heureux de voir que j'étais en vie, mais je ne me sentais pas particulièrement heureux de les voir, car je ne me souvenais pas d'eux. Mais alors, ce qui est arrivé ensuite a tout changé. Mes parents m'ont dit que j'avais également un frère, et pendant ce temps, nous étions assis dans le salon. Ils ont dit qu'ils pensaient que ça serait la meilleure chose à faire de rencontrer les membres de la famille une à une, comme ça je ne m'embrouillerais pas trop. J'étais heureux de savoir que j'avais un frère. Mes parents sont allés le chercher. Je n'avais pas encore réalisé qu'il attendait dans le salon, et quand je suis rentré dans la pièce, j'ai senti un poids dans l'estomac. J'ai regardé son visage, et c'est là que j'ai compris que je regardais le visage d'un assassin. Tout à coup, tous mes souvenirs sont revenus. Et c'est comme ça que j'ai réalisé comment je m'étais retrouvé au bord de la route plusieurs mois auparavant. Mon frère avait essayé de m'assassiner pour mon argent. Vous voyez, j'étais millionnaire, mais mon frère était assez pauvre. Bien sûr, je lui ai donné de l'argent quand il en avait besoin, mais il semblait qu'il en voulait bien plus encore. Il savait que je l'avais inscrit sur mon testament, donc si j'étais mort, une partie de ma fortune irait dans ses poches. Ça me fait mal d'y penser maintenant, mais mon frère était prêt à me tuer pour de l'argent. Je me souviens très clairement. Nous étions partis ensemble pour des courtes vacances, dans la campagne. Mon frère avait suggéré que nous grimpions dans la forêt et j'étais heureux d'y aller. Nous avons donc passé quelques heures à marcher de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que nous arrivions sur une colline avec un pic vertigineux. Je me souviens que j'étais en train de regarder la vue en pensant que c'était très dangereux pour les randonneurs. Quand je me suis retourné, j'ai vu mon frère juste à côté de moi. L'expression de son visage était vide, sans émotion. Il s'est rapproché et m'a poussé du haut de la colline. J'ai crié pendant que je tombais et je me souviens avoir tapé ma tête durement contre le sol. Je me suis évanoui. Je devine qu'après ça, j'ai continué à dévaler la pente avant d'atterrir près d'un stop au bord de la route. Mon frère a dû croire que j'étais mort, mais je parie qu'il n'aurait jamais imaginé que j'étais simplement amnésique. De retour dans le salon, je me suis levé, fou de rage, et j'ai commencé à m'en prendre à mon frère. J'ai crié « Comment as-tu pu me faire ça ?» Tout à coup, mon frère semblait terrorisé, mais il a rapidement caché ses émotions. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il faisait semblant de ne pas savoir. Ça me rendait encore plus furieux. Je lui ai dit « Tu es la raison de mon amnésie !» J'ai entendu mes parents et ma femme souffler. Ma femme a alors dit « Quoi ?» Chérie, je me suis tourné vers elle. Tous mes souvenirs revenaient et je me souvenais de ma femme. Je me souviens de tout. J'ai alors demandé « Tu te souviens quand je suis allé en randonnée avec mon frère ?» Elle a répondu « Oui, un peu troublée. » Bien, nous étions sur la colline et tout à coup il m'a poussé. Il m'a poussé intentionnellement. Et je sais exactement pourquoi. Je me suis retourné vers mon frère avec dégoût. Tu voulais mon argent. Tu savais que tu étais sur mon testament. Et tu ne pouvais simplement pas attendre que je meure naturellement, n'est-ce pas? Tu voulais juste mon argent. Ma mère a dit incrédule. Quoi? C'est vrai? Mon frère respirait rapidement et m'a jeté un regard noir. Tu ne mérites pas d'être millionnaire. Avec ces mots, il s'est lancé droit sur moi et soudain, il a mis ses doigts autour de ma gorge. Je pensais qu'il essayait à nouveau de m'assassiner. Nous nous sommes ébouriffés pendant 1 minute avec mes parents et ma femme hurlant, essayant de l'arrêter jusqu'à ce que je réussisse enfin à le repousser et que nous l'enfermions dans la salle de bain. Ma femme avait appelé la police et ils sont arrivés peu de temps après, puis ils ont arrêté mon frère. Voir mon frère avait fait ressurgir mes souvenirs et je me souvenais maintenant de tout. Je me suis souvenu de ma femme et de mes enfants ainsi que de mes parents. Je me suis souvenu de tout le temps que nous avons passé ensemble. Je me suis souvenu des moments amusants que nous avons passés et je suis également souvenu de mon enfance. Et je me suis maintenant souvenu que mon nom était Nathan. Je m'appelle Nathan. J'ai regardé ma famille, à part mon frère, et je les ai serrés dans mes bras, fou de joie.
Mon frère est toujours en prison. Nous lui rendons visite de temps en temps, mais c'est difficile. Il m'en veut toujours et bien sûr, je ne peux pas agir normalement avec lui. Il a essayé de me tuer 2 fois. Ce qu'il a fait m'a fait du mal et j'aurais aimé qu'il soit le frère que je voulais qu'il soit. Mais je suis plus que jamais reconnaissant pour les souvenirs que je suis en train de créer avec ma famille. Et bien sûr, je suis heureux par le fait que je suis millionnaire. Je suis retourné à mon travail et je travaille toujours aussi dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous partons souvent en vacances et je me suis assuré que mes parents avaient une super maison. N'oubliez pas, chérissez chaque instant car vous ne savez jamais quand cela pourrait se terminer. Bonjour, je m'appelle Marc et je n'aurais jamais dû rechercher ma copine sur Google. J'ai découvert quelque chose d'impensable et maintenant je dois le voir. J'aimerais partager mon histoire avec vous. Peut-être un récit édifiant ou peut-être juste pour m'en débarrasser. Honnêtement, je ne suis pas totalement sûr. Je suis toujours en train de regretter notre relation. Elle était ma première copine et je ne peux toujours pas m'en passer. Je me suis toujours senti seul. Pas vraiment solitaire comme vous pouvez le voir. J'avais des amis et je m'entendais bien avec les hommes. Mais avec les filles, je ne savais pas comment leur parler et faire en sorte qu'elles m'aiment. J'étais le genre de type maladroit et geek à la fois, en plus d'être timide. Vous pouvez donc deviner que les filles ne me regardaient pas davantage. Ça me brisait le cœur, même si je ne le disais pas. J'essayais de l'ignorer et c'est ce que j'ai fait. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de lâcher un j'aime sur la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pouvez vivre 20 meilleures années de plus. Croyez-moi, ça marche. Tout au long du collège et du lycée, j'ai rarement discuté avec une fille ou même avec mes camarades. J'ai dit à tout le monde que je ne voulais sortir avec personne car je devais me concentrer sur mes études. Maintenant, ce n'est pas totalement faux, comme vous pouvez le voir. Après tout, mes parents étaient très stricts, ils voulaient que je ne me change pas de cap. J'ai beaucoup étudié et j'étais le meilleur de ma classe. Je m'étais également inscrit à tous ces clubs parascolaires qui occupent beaucoup de temps libre, comme les maths, les jeux d'échecs et la robotique. C'était vraiment très amusant. En plus de faire plaisir à mes parents avec mes activités parascolaires, ils m'ont affirmé que ça se ferait du bien sur ma candidature à l'université. Toutes ces activités m'ont beaucoup occupé, mais j'avais toujours du temps de sortir avec mes amis de temps en temps. Pas aussi souvent qu'ils le pouvaient, mais c'était suffisant. J'avais des amis proches, mais ce n'était pas suffisant. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais juste besoin d'amis. Les filles étaient bizarres et sales, comme vous le savez. Mais j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à voir que tout le monde sortait entre eux, sauf moi. Au début, je croyais vraiment mes propres mensonges. Je continuais de répéter les mêmes mots quand on me demandait pourquoi je ne sortais avec personne. Oh, je suis trop occupé. Ou j'ai besoin de continuer à étudier. Mais le problème était que je ne pouvais pas faire en sorte qu'une fille me remarque si ma vie en dépendait. Quand j'ai compris à quel point je me sentais seul, j'ai commencé à essayer de faire en sorte que les femmes me regardent. Je veux dire que tous les gars avec qui je traîne avaient des copines. Je me sentais pas simplement être mis à l'écart, mais quand ils sortaient tous avec leurs copines, je n'avais personne avec qui passer du temps. J'ai alors commencé à me sentir de plus en plus seul. Ça devenait de pire en pire et je ne savais pas comment y remédier. Quand je croisais une fille dans mon école, je me sentais paralysé. Ou disais une connerie. Je ne pouvais également pas penser que je pouvais être le genre de type mignon et maladroit. Il n'y a rien de mignon sur un gars qui vous croise et s'arrête en silence en ouvrant sa bouche comme un poisson hors de l'eau. C'était juste bizarre. Point final. Je peux comprendre pourquoi les filles me regardaient bizarrement. Après quelques essais qui ont foiré pour parler à mes camarades de classe féminin, les rumeurs ont commencé. Ils disaient plein de choses sur moi dans mon dos. C'était de mauvais goût. Je voyais les filles rigoler en me regardant. Je ne savais pas ce qu'elles se disaient, mais je savais que ce n'était rien de bien. Et je peux vous dire que ça ne m'a pas non plus aidé à prendre confiance en moi. C'était une très mauvaise période car les gens se moquaient de moi presque tous les jours. Les filles avaient beaucoup de théories à mon sujet et elles me traitaient de bizarre et de harceleur. Je n'ai jamais harcelé personne, mais je peux comprendre que rester fixe au même endroit la bouche grande ouverte n'est pas bien vu. Je peux donc comprendre pourquoi elles n'aiment pas me voir faire ça. Mes amis m'encourageaient beaucoup. Ils ont essayé de m'aider pas mal de fois. Je ne peux pas leur en vouloir d'essayer, mais ça n'a jamais marché. Ils ont essayé de m'aider à voir des filles, mais elles n'étaient pas intéressées. Ils ont même demandé à leurs copines d'inviter une de leurs amies, mais la plupart d'entre elles ont totalement refusé. Le peu qui ont accepté ne pouvaient simplement pas trouver quelqu'un qui dirait oui à un rendez-vous à l'aveugle avec moi. Maintenant, je me sens moche. Évidemment, je ne regarde pas l'apparence, mais le vrai problème était ma timidité et ma maladresse. Je n'avais qu'un point positif cependant, j'ai du fric. Ma famille est riche et je reçois plus que le salaire moyen en tant qu'argent de poche. Je ne suis pas le genre de personne à m'en vanter. C'est pourquoi la plupart des gens ne le savent pas.
J'ai une voiture neuve que mes parents m'ont offert après que j'ai reçu mon permis de conduire avec tous les nouveaux gadgets qu'un geek pourrait rêver d'avoir. Donc une personne avec des yeux de lynx pourrait savoir que je suis fait d'argent. Mes parents possèdent des entreprises prospères et si vous cherchez leur nom et prénom sur Google, vous les trouverez sur le site Forbes. Vu que je ne voulais pas sortir avec une fille qui soit intéressée seulement par mon argent, je n'en parlais à personne. Et même si je voulais faire ça, ça serait difficile sans pouvoir parler aux filles. Un jour, tout a changé. J'allais me prendre un café sur le chemin de l'école quand une fille debout derrière moi dans la file a commencé à me parler. Elle était si belle, je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'ai commencé misérablement à bégayer, mais elle était vraiment très patiente avec moi. Elle s'appelait Michaela et rigolait aux petites blagues maladroites que je faisais. C'était la fille de mes rêves. Si douce, si belle et compréhensible. Ça semblait être ma destinée de la trouver sur le chemin d'école. Si je ne m'étais pas arrêté pour prendre un café, je n'aurais jamais vu ce sourire magnifique. Je pense que je suis tombé amoureux d'elle dès les premières minutes. Je ne pouvais plus m'arrêter de la dévisager. Michaela m'a alors dit d'aller en cours où je serais très en retard. Elle m'a donné son numéro de téléphone pour que je puisse lui envoyer un message rapidement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais content. À la seconde à laquelle je suis rentré dans la classe, je me suis assis à côté de mon meilleur ami et je lui ai parlé de ma rencontre chanceuse avec la plus belle fille que j'ai jamais vue. Il était content pour moi. Et nous avons commencé à penser à ce que je devais faire ensuite. Il m'a aidé à écrire ce premier texte à Michaela. Et elle a répondu directement. Je n'arrivais pas à y croire. Petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Honnêtement, savoir qu'une fille me remarque et soit gentille envers moi m'a beaucoup aidé. C'était comme si tout à coup, je pouvais subitement discuter avec quelqu'un sans exploser en morceaux. Je comprends que ça semble idiot, mais je n'aurais jamais pensé que c'était possible pour moi d'avoir une conversation normale avec une femme magnifique sans tout faire rater. Michaela a fait que ce soit si simple. Elle ne s'est jamais moquée de moi et était très patiente. Ça m'a donné la possibilité de développer finalement la confiance en moi et bizarrement, j'ai découvert que je pouvais parler aux autres filles sans avoir honte de moi. Mais ça ne veut pas dire que je sortais avec quelqu'un d'autre. J'étais fou amoureux de Michaela et je n'étais pas intéressé à aller voir ailleurs. Je lui ai demandé d'être ma copine et à ma grande surprise, elle a dit oui. Nous sommes sortis ensemble pendant les derniers mois du collège et tout semblait parfait. Je ne pouvais pas être plus heureux. Mes parents m'ont autorisé à passer du temps avec elle tant que ça ne gênait pas mes études. J'ai étudié durement pour garder mes bonnes notes, croyez-moi. Je ne voulais pas donner l'opportunité à mes parents de me dire de ne pas la voir. Michaela est allée dans une autre école, mais on a été diplômés la même année. Nous sommes allés dans des universités différentes, dans des régions différentes. Ça m'a déchiré d'être séparés, mais elle m'a assuré que tout irait bien entre nous. Elle voulait garder une relation à longue distance et j'aurais tout fait pour ne pas rompre avec elle. Après tout, Michaela était ma première copine, et jusqu'à ce moment, je pensais vraiment qu'elle était également l'amour de ma vie. Michaela était si douce avec moi pendant ces périodes difficiles. Elle me manquait terriblement, mais elle était très encourageante, ce qui m'a fait sentir bien mieux. J'ai vraiment senti que je lui manquais également. Nous parlions tous les soirs au téléphone pour discuter de nos journées. Nous faisons rarement d'appels vidéo car elle disait que sa connexion Internet était mauvaise. J'étais idiot et la croyais aveuglement. Pourquoi pas, alors qu'elle semblait être la copine parfaite. Maintenant, le problème a commencé quand j'ai entendu de loin quelqu'un l'appeler Alice. C'était bizarre et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui en ai parlé et elle a affirmé qu'il ne s'agissait que de la télévision. Elle a dit avoir baissé le son et c'est tout, au moins pour cette nuit. Quelques jours plus tard, la même chose se répéta. Quelqu'un l'appelait Alice et je lui ai donc encore demandé. Elle affirmait toujours que c'était simplement la télé. Elle regardait une émission qui avait un candidat du même nom. Je trouvais ça vraiment bizarre et le truc c'est que ça continue d'arriver encore et encore. Elle m'a tout simplement dit de ne pas y faire attention, que ce n'était rien. Je savais qu'il y avait autre chose et je commençais donc à me méfier. J'ai donc décidé d'appeler mes amis et je leur en ai parlé. Ils pensaient également que c'était très bizarre et ils m'ont conseillé de chercher plus d'informations. Honnêtement, ça me rendait malade. J'étais si choqué de pouvoir trouver quelque chose de mauvais sur Michaela, elle semblait si parfaite à mes yeux. J'ai écrit Alice sur Google ainsi que la ville dans laquelle elle vivait et quelques autres informations que j'avais sur elle. J'aurais aimé pouvoir dire que je n'ai rien trouvé. Mais c'était faux. Je suis tombé sur une page Facebook et la fille sur les photos ressemblait comme deux gouttes d'eau à Michaela. Non, elle ne lui ressemblait pas. C'était Michaela. Mais son nom était complètement différent.
Elle ne m'a jamais parlé de ce compte et avait même quelqu'un d'autre d'enregistré comme petit ami. J'ai continué à fouiller et j'ai découvert aussi un compte Instagram. Il y avait beaucoup de photos d'elle avec cet autre homme. Elle mentionnait même que certains des cadeaux que j'avais offerts à Michaela, ou plutôt Alice, étaient des cadeaux achetés de sa part à lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris que son vrai nom n'était pas Michaela, elle m'avait menti tout ce temps. Elle avait une double vie et avait apparemment compris que j'avais tout découvert. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait être aussi manipulatrice et cruelle. Je ne savais pas quoi faire ensuite. J'ai donc pensé attentivement à ce que je pouvais faire. Une partie de moi voulait lui faire face à face, mais je n'étais pas sûr d'être assez fort pour gérer la discussion. À la fin, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer avec ses mensonges et qu'elle ne méritait pas un coup de fil. J'ai rompu avec elle par texto en la traitant de tous les noms. Bon, je ne suis pas très fier de ça, mais j'étais en colère. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai jamais décroché mon téléphone. J'avais quelques longs emails de sa part, mais je refusais de les lire. Mes amis les ont lus et m'ont affirmé que c'était que des conneries. Pourquoi perdre mon temps avec encore plus de mensonges? C'est donc l'histoire de comment j'ai eu le cœur brisé par ma première petite amie. Je ne sais toujours pas totalement si c'est Michaela ou Alice ou quelqu'un d'autre, mais il y a un côté positif à tout ce gâchis. Au moins, j'ai appris à parler aux filles sans me ridiculiser. Je pense que bientôt je demanderai à une fille de ma classe de sortir avec moi. Depuis que je suis capable de leur parler, j'ai compris que ça ne serait pas aussi difficile que quand j'étais adolescent maladroit au lycée. À vrai dire, je veux oublier et trouver le vrai amour. Même si c'est difficile de croire quelqu'un après tout ce que mon ex m'a fait. Merci de m'avoir regardé. Quelle est la pire crasse que votre ex-petite amie ou petite amie vous ait fait? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. C'est un jour normal à l'école où je devais aller voir la conseillère d'orientation pour parler des inscriptions à l'université. J'y suis allée, très impatiente et prête, parce qu'on m'avait dit qu'avec mes notes et mes résultats, je n'avais qu'à choisir. Ma conseillère d'orientation m'a accueillie à la porte de son bureau en disant « Bonjour ma belle, mettons-nous au travail ». Mais avant de continuer cette folle histoire, prenez une seconde pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner et activer les notifications. J'ai commencé à parler de ce que je voulais faire plus tard et puis elle a attiré mon attention sur les dissertations. Mes épaules se sont affaissées et mon sourire a disparu. Pouah, je ne voulais vraiment pas en écrire un. Elle a commencé à m'expliquer les différents sujets dont je pourrais parler et je savais ce à quoi elle pensait sans qu'elle le dise. Mon adoption. Ça pourrait vraiment te faire sortir du lot, disait-elle. J'ai répondu, je sais, c'est juste que nous n'en parlons pas à la maison. Cet échange m'a rappelé l'époque où j'étais petite et où personne ne croyait que j'avais un lien de parenté avec mes frères et sœurs. Aux fêtes d'anniversaire, on me demandait « Où est ta maman ?» alors qu'elle se trouvait juste à côté de moi. Mon adoption n'a jamais été un secret parce que c'était évident. Je ne ressemblais pas du tout à ma famille. Quand je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé au dîner. Mes parents se sont manifestement étranglés avec leur nourriture. N'était-ce pas étrange? Enfin, c'est évident pour nous tous. Pourquoi est-ce un tabou? Je ne voulais pas les mettre mal à l'aise. Alors j'ai changé de sujet. Mais ne vous imaginez pas que la conversation était animée. Ça ne marche pas comme ça chez moi. Même quand j'étais enfant, je courais toujours partout et essayais de profiter de chaque instant, alors que ma famille était toujours molle et mes frères et sœurs préféraient marcher. Après le dîner, j'ai commencé à regarder dans les albums photos, ceux recouvertes de poussière au fond des étagères. J'ai vu des photos de moi, bébé, et de ma mère et mon père quand ils étaient jeunes. J'ai commencé à fouiller dans les armoires et les tiroirs, cherchant les papiers de mon adoption. Chaque fois que je croyais enfin sortir le dossier que je cherchais, ce n'était pas le bon. Je regardais dans les papiers de mes frères et sœurs, que mes méthodiques parents rangeaient dans le même dossier, mais je ne trouvais pas les miens. N'était-ce pas étrange? J'ai pensé qu'ils avaient peut-être mis les miens à part, parce que j'avais été adoptée. Mais pourquoi ferait-il ça? J'ai pratiquement retourné toute la maison en cherchant ces fichus papiers. J'ai regardé dans notre coin, rien. Je faisais défiler une page sur mon ordinateur distraitement. J'étais nerveuse parce que ça aurait pu être une très bonne dissertation à ajouter à ma candidature. Quand je me suis dit, pourquoi ne pas rechercher mon nom sur Google? Qui sait, je trouverais peut-être quelque chose. J'ai entré mon nom, ne m'attendant pas à grand-chose honnêtement, mais ce que j'ai vu a changé ma vie. Il y avait un site qui m'était dédié à moi. Je me suis demandé pourquoi quelqu'un créerait un site pour moi. Il y avait mon nom complet, ma date de naissance et même l'hôpital dans lequel j'étais née. Ça devait être moi. C'était impossible que quelqu'un tout comme moi soit par hasard né dans le même hôpital avec le même nom. Mes yeux se sont écarquillés alors que je lisais le texte. J'étais morte? Comment était-ce possible? J'étais bien en vie, assise là à lire que j'étais morte. Il y avait des photos de ma famille sur le site. Ma famille biologique. Ils me ressemblaient tous d'une manière ou d'une autre.
Certains avaient le même nez que moi, d'autres des yeux de la même couleur et de la même forme. Mais ils m'ont mise à l'adoption, pourquoi pensaient-ils que j'étais morte? Ma tête tournait. J'allais m'évanouir. Quelques jours sont passés et je regardais tout le temps cette famille. J'avais enregistré leurs photos sur mon téléphone et je la regardais, me demandant s'ils avaient aussi la même personnalité que moi. Ma petite sœur a failli me surprendre en train de regarder ces gens sortant apparemment de nulle part, mais j'ai rapidement éteint mon téléphone. Même dans mes rêves, je voyais ces personnes. J'ai rêvé que je rentrais de l'école et arrivais à la maison. Mais en ouvrant la porte, j'étais dans un environnement chaleureux et bruyant, rempli de discussions animées. Et je trouvais ma famille biologique dans la cuisine, préparant le dîner ensemble, comme j'ai toujours voulu le faire avec ma famille. En me réveillant après ce rêve, j'ai couru dans la chambre de mes parents, où ils regardaient un film ensemble. « Pourquoi c'est écrit que je suis morte sur Internet ?» leur ai-je demandé. J'ai vu le regard qu'ils ont échangé et j'ai tout de suite compris que mes soupçons étaient fondés. « Alors ?» ai-je insisté. Je sais, on aurait dit que j'étais gâtée à parler à mes parents sur ce ton. Mais j'avais peur et c'était justifié. Ma mère a commencé à sangloter, chose que je n'avais encore jamais vue. Mon père s'est mis à me crier dessus parce que j'avais contrarié ma mère et il m'a dit de sortir. J'ai soufflé et attrapant mes clés, je suis sortie de la maison. J'ai pris le bus et après quelques arrêts, je suis descendue à l'hôpital où j'étais née. Je suis allée à l'accueil et j'ai demandé s'ils avaient des informations concernant un bébé qui avait été déclaré mort il y a quelques années. La dame de l'accueil a secoué la tête et a dit que ces informations étaient confidentielles, ce à quoi je m'attendais honnêtement. Je me suis ensuite mise à pleurer, c'est-à-dire à vraiment sangloter dans mes mains. Ça a attiré son attention et elle a pensé que j'avais un lien de parenté avec un bébé qui était mort. Elle a appelé cette vieille infirmière et m'a demandé de la suivre. La vieille femme était louche, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait l'air vraiment bougon et se méfiait de moi, alors qu'elle me guidait vers une pièce au fond du couloir, très loin de tout. Quand elle a ouvert la porte, j'ai remarqué que c'était une très grande pièce. Elle me regardait, mais j'ai demandé à être seule et elle est partie. La pièce était remplie de meubles de rangement. Oh mon Dieu, me suis-je dit. Sur tous était inscrite une année et il débordait de dossiers chacun contenant l'acte de décès d'un bébé. J'avais le sentiment qu'il y en avait trop pour que ce soit normal. Le dossier le plus récent datait de la veille. Il y avait une adresse dedans. Et même si ça me paraissait irrespectueux, je l'ai prise en photo. J'ai aussi trouvé mon propre dossier et j'ai pris des photos. Mais ça ne me dérangeait pas parce que c'était moi. Je suis allée chez le couple le plus récent. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais dès que la porte s'est ouverte sur une femme au visage fatigué, je lui ai tout dit. Je me suis mise à tempêter contre tout ce que j'avais vu et même à fondre en larmes. Je lui ai tout dit sur les meubles de rangement et elle a également fondu en larmes. Elle a appelé son mari et ils ont tous les deux impatiemment écouté ce que j'avais à dire. Quand j'avais fini de fulminer, ils m'ont invité à entrer et m'ont offert une tasse de café. Je les ai remerciés et l'homme a dit « Tu nous as donné une raison d'espérer que nous reverrons notre enfant. C'est le moins que nous puissions faire. » Ils m'ont dit tout ce qui s'était passé la veille et la seule chose qui ressortait vraiment était l'infirmière louche. Ils me l'ont décrite en détail, avec une précision stupéfiante, parce qu'elle était tellement louche qu'ils se souvenaient parfaitement d'elle. Son nom était sur chaque document se trouvant dans cette pièce. Alors j'ai fait le lien, et j'ai compris qu'elle prenait les bébés. Cette infirmière a dû vendre ses bébés à d'autres couples. Elle les volait et les faisait passer pour morts pour s'en sortir en toute impunité. Je n'arrivais pas à croire que les gens puissent être si cruels. Et encore pire, j'étais l'un de ces bébés volés. Il se faisait tard, alors je leur ai dit au revoir et suis rentrée à la maison. Quand je suis arrivée, mes parents m'attendaient dans le salon. Mes frères et sœurs étaient tous à l'étage et ils voulaient me parler seul à seul. Mon père a commencé par me demander de ne plus reparler de ce sujet parce que ça mettait ma mère mal à l'aise. Il n'a pas eu le temps d'en dire plus parce que je les ai interrompus en demandant comment ils avaient pu adopter un bébé volé. Ma mère a éclaté en sanglots et mon père l'a réconfortée. « Tu n'imagines pas à quel point c'était difficile d'avoir un bébé ?» s'est écriée ma mère. Elle a dit qu'ils se sont sentis coupables quand elle est tombée enceinte et qu'ils ont eu mes frères et sœurs. Tout ce qu'elle disait faisait l'effet d'une claque dans la figure. J'ai demandé « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi ne m'avez-vous pas ramené à ma famille ?» Ma mère a répondu en criant « Parce que nous t'aimons !» Mais est-ce que c'était vrai? Ils m'ont toujours traité moins bien que les autres. Alors est-ce qu'ils m'aimaient vraiment? Je suis montée dans ma chambre et m'y suis enfermée. Le lendemain matin, je ne voulais pas affronter mes parents. J'ai mis dans un sac un peu d'argent et des affaires dont j'avais besoin et suis sortie par la fenêtre. Je me suis perdue pendant un moment, mais assez rapidement, je me suis retrouvée dans un quartier agréable, très différent de celui où je vivais. Il y avait beaucoup de gens sur leur pelouse et des enfants qui jouaient dans la rue. Je me promenais et avais l'impression d'être à la maison. Je savais qu'il y avait de grandes chances que la famille ait déménagé, mais mon intuition me disait qu'ils étaient là. Je me tenais devant une magnifique maison. J'entendais des voix jusque sur le trottoir. Quand j'ai sonné, les voix se sont tues. Mon cœur battait tellement fort dans ma poitrine. Et s'ils n'étaient pas là?
Et s'il m'avait oublié? Et s'il ne voulait tout simplement pas de moi? Et si... Cette dernière pensée a été interrompue par quelqu'un qui ouvrait la porte. Devant moi se tenait une petite fille. Elle avait les mêmes traits que moi. Je voyais qu'elle l'avait aussi remarqué. « Maman !» a-t-elle appelé. Une femme est venue à la porte, s'asseyant, les mains avec un torchon. Elle avait le sourire aux lèvres alors qu'elle approchait, mais il a disparu quand elle m'a vue. Elle a dit à la petite fille d'aller jouer avec ses frères. J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Anna. Je sais que c'est très bizarre, mais je pense que je suis votre fille. » La femme s'est mise à pleurer, à brûle-pourpoint. Elle m'a prise dans ses bras, puis elle a commencé à me poser des questions, par exemple sur ma date de naissance, où j'étais née, etc. Après avoir répondu à ces questions, elle a mis ses mains sur mes épaules. Eh bien, bonjour, je m'appelle Louisa. Elle sanglotait. « Je suis ta mère !» Louisa m'a fait entrer chez elle, et c'était exactement comme je l'espérais. J'avais 2 petits frères, une petite sœur et une grande sœur, qui n'étaient pas là tout le temps. Ma rencontre avec mon père, Oscar, était similaire à celle avec ma mère. Nous nous sommes fait un câlin et il m'a posé 1 million de questions. Ils m'ont invité à dîner avec eux, ce que j'ai accepté avec joie, et ils n'ont pas arrêté de parler. Tous étaient très contents que je sois là. Et Louisa avait tout le temps les larmes aux yeux. Ce jour-là, je suis retournée à l'hôpital avec mes parents biologiques. Nous avons vu la police arrêter la vieille infirmière pour tout ce qu'elle avait fait à ces innocentes familles. Je me suis assise avec Louisa et Oscar et nous avons discuté pendant un long moment. Tout ce que j'apprenais sur eux les rendait meilleurs à mes yeux que mes parents. Quand je pensais à ma vie avec mes parents, tout n'était que gris, silencieux, ennuyeux et personne ne me comprenait là-bas. Mais la maison de Louisa et Oscar était un rêve. J'ai décidé à cet instant que je voulais partir de chez mes parents et aller vivre avec Louisa et Oscar. J'ai ouvert la porte de chez moi en faisant le moins de bruit possible et me suis faufilée vers ma chambre sans me faire remarquer. J'ai mis tout ce dont j'avais besoin dans un grand sac. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu mon frère qui me regardait par la fenêtre. Il faisait du jardinage mais s'est arrêté en me voyant. Il s'est précipité à l'intérieur et est venu dans ma chambre, me posant tout de suite tout un tas de questions. « Tu vas où ?» a-t-il demandé, ce à quoi j'ai répondu. « Ce ne sont pas tes affaires. » Il a ensuite demandé « Tu rentres quand ?» Et comme je n'ai pas répondu, il s'est mis à répéter plusieurs fois la question en criant. J'ai finalement craqué et crié « Je ne reviens pas !» Il avait l'air stupéfait, puis il est sorti de ma chambre en courant. Je pensais que j'étais prête à partir, mais ensuite mes parents sont entrés dans ma chambre. « Tu n'iras nulle part, petite ingrate !» m'a dit mon père sur un ton sec, m'arrachant le sac des mains. « Comment peux-tu nous quitter pour des étrangers alors que nous t'avons élevé et avons subvenu à tes besoins pendant toutes ces années ?» m'a demandé ma mère, essayant clairement de me manipuler. Mes parents m'ont poussée sur mon lit et on commence à me crier dessus pour que je reste. Ça a duré un long moment, à tel point que je désespérais. Et puis Louisa et Oscar ont fait irruption dans la pièce. Mes parents leur ont sauté dessus, mais Louisa et Oscar étaient plus forts qu'eux. « Monte dans la voiture, allez !» m'a dit Oscar en retenant mon père. Je me suis enfermée dans la voiture, n'ouvrant les portes que quand j'ai vu Louisa et Oscar courir vers moi. Nous étions tous choqués par ce qui venait de se passer. À l'avant, Louisa et Oscar se demandaient si mes parents représentaient un danger pour mes frères et sœurs. Mais je pensais seulement à comment j'allais rédiger la meilleure des dissertations. Quand j'étais sans abri, je me promenais en ville au lieu de rester trop longtemps au même endroit. Je ramassais des canettes et des bouteilles pour lesquelles je pouvais obtenir un peu d'argent et parfois j'avais de la chance de trouver quelque chose de pointu pour pouvoir couper mes cheveux en bataille. Le jour où tout a commencé, je marchais la nuit vers l'endroit où je dormais habituellement, mais il y avait quelques adolescents qui s'amusaient là. Ils peignaient des trucs sur le mur. Je savais que j'avais l'air assez effrayant et ils ne savaient pas que je n'avais que quelques années de plus qu'eux. Alors, je me suis mis à courir à toute vitesse vers eux et à agiter les bras comme un fou en criant des incohérences. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer de nouvelles histoires. J'ai ri en voyant leurs visages terrifiés lorsqu'ils se sont enfuis, mais j'ai remarqué qu'ils avaient laissé leur pot de peinture derrière eux. C'était de la peinture en aérosol. Sur mon mur, il y avait de terribles graffitis. Et je veux dire terribles parce qu'on aurait dit qu'un enfant de 2 ans les avait faits. Je n'étais pas vraiment fatigué cette nuit-là, alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien utiliser ma nouvelle peinture en bombe. J'ai commencé à peindre par-dessus ces terribles graffitis et j'ai réalisé que je n'étais pas si mauvais que ça. C'était beaucoup mieux que le truc des adolescents. J'ai peint et avec seulement le lampadaire clignotant qui illuminait le mur jusqu'à ce que je ne puisse plus m'arrêter de bâiller. J'ai mis les bombes aérosols dans mon sac et je me suis couché sur la partie la moins sale du mur pour dormir. J'ai pris l'habitude de peindre. Au bout de quelques jours, j'ai recouvert de peinture tout le mur de l'allée où je dormais. C'était une immense peinture murale, peinte pour ressembler à un portail vers le paradis. Je me promenais le lendemain de son achèvement quand j'ai vu des gens la photographier et se photographier devant elle. J'ai pensé que ça leur plaisait. Cela a duré un certain temps, les gens aimant apparemment mon art.
J'aime rendre les gens heureux et améliorer l'image de notre ville. Alors j'ai commencé à peindre dans d'autres lieux, mais de façon anonyme bien entendu. J'ai rempli la ville avec autant de mes peintures murales que possible et les gens semblaient aimer ça. Certains jours, je ne pouvais pas peindre parce que mes bombes étaient vides, mais j'en cherchais d'autres et je continuais à peindre. Un soir, j'ai trouvé un tas de bombes en parfait état sous un mur. Elles étaient même blanches, ce qui faisait ressortir davantage les couleurs. J'ai commencé à peindre et à mi-chemin, j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai pensé, mince, la police m'a attrapé. Je me suis retourné et j'ai vu un homme. Il avait l'air d'avoir la vingtaine comme moi, mais il n'avait pas l'air d'un sans-abri, contrairement à moi. « Hey, je suis Reggie », a-t-il dit. Je lui ai serré la main et j'ai dit « Je suis Kai ». Il a pointé les bombes aérosols et a dit « Je vois que tu aimais ma peinture en bombe. » Ah, alors c'était les siennes. J'ai commencé à m'excuser de les avoir utilisées en disant que je ne savais pas qu'elles étaient à quelqu'un, mais il a dit qu'il les avait laissées là pour moi. Reggie a commencé à expliquer qu'il était un artiste en difficulté. Il peignait et peignait, mais personne n'achetait ses œuvres. Il voulait conclure un marché avec moi. Il a dit qu'il m'achèterait toute la peinture et les autres fournitures artistiques dont j'avais besoin et qu'il pourrait vendre mes œuvres. Il m'a dit qu'il serait le visage de l'entreprise puisqu'il était si charismatique et que je pourrais peindre tout ce que je voulais pour de l'argent. Nous partagerions l'argent 50-50. Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas une si bonne affaire. Mais à l'époque, j'étais sans abri, désespéré de sortir de la rue, alors je lui ai serré la main et j'ai passé un pacte avec le diable. Au bout de 3 mois, j'étais bien installé dans un petit studio que Reggie m'avait trouvé. Le loyer était assez bon et j'avais plus qu'assez d'espace. Mon appartement était rempli de toiles et de sculptures et j'étais fier de chacune d'entre elles. La première chose que Reggie a faite après que nous ayons conclu le marché a été de me traîner chez un barbier où il a fait raser toute ma barbe et m'a coupé les cheveux beaucoup plus courts qu'ils ne l'étaient. Je me suis à peine reconnu. Je me suis regardé dans le miroir pendant des heures en me disant « Waouh, je suis plutôt beau ». Reggie et moi sommes devenus amis. Il m'a même demandé comment j'étais devenu sans abri. Je lui ai dit « Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Je ne voulais pas vivre dans l'orphelinat où on m'a placé, alors je me suis enfui et je vis dans la rue depuis. » Reggie était la première personne à s'intéresser à moi. C'était vraiment touchant. Il a mis une main sur mon épaule et l'a serrée en essayant de me réconforter. Cela n'a pas marché, mais au moins, il a essayé. Maintenant, je passe mes journées à peindre et à sculpter et à faire de la poterie. Reggie n'épargnait aucune dépense. Mais les affaires n'étaient pas si bonnes que ça par contre. Pour une raison quelconque, je m'attendais vraiment à ce que nous fassions des profits, mais nous gagnions à peine le salaire minimum. Reggie venait le premier de chaque mois et me donnait une liasse de billets, mais il avait l'air de plus en plus déçu chaque mois. Je l'ai rassuré en lui disant que j'allais bien et que les choses s'amélioreraient bientôt. Mais il partait toujours l'air effondré. Je me promenais de temps en temps dans la ville, je suppose que j'y étais habitué. J'ai commencé à voir mes peintures murales et j'ai vu qu'il y avait un agent de sécurité près de la première que j'ai peinte. Je me suis rapproché pour la voir et j'ai vu qu'elle portait une signature. Pas n'importe quelle signature, la signature de Reggie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il était censé vendre mon art, pas se faire passer pour moi. J'ai fait irruption dans l'appartement de Reggie, où il m'a dit qu'il serait. Quand j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. J'ai attendu longtemps et j'ai appelé Reggie plusieurs fois, mais rien. Il est arrivé au bout de 2 heures environ et avait l'air choqué de me voir. Il portait des vêtements très chics, alors je lui ai posé des questions à ce sujet. Ce sont des imitations, il faut en avoir l'air pour les vendre, a-t-il dit. Avant que je puisse lui demander pourquoi il avait signé ma fresque, il m'a agité une énorme liasse de billets, plus que ce que nous avons gagné en 2 mois, et m'a dit « J'ai vendu une de tes sculptures pour des sacs d'argent. » J'ai pris l'argent, plus d'argent que je n'en avais jamais tenu dans mes mains auparavant, et j'ai pensé que les choses commençaient enfin à s'améliorer, mais ce n'était pas le cas. 2 mois plus tard, j'étais toujours dans le même appartement, à peindre jusqu'à ce que je ne sache plus quoi peindre, à sculpter jusqu'à ce que je trouve que toutes mes sculptures se ressemblent. J'avais dépensé un tas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, alors maintenant mon placard était plein mais mon estomac était vide. J'ai attendu près de la fenêtre que Reggie m'apporte ma part des bénéfices, et quand il est arrivé, j'ai remarqué qu'il s'était glissé à l'arrière de sa voiture, avait fait un tour et était revenu à l'avant. Puis était venu me donner mon argent. Je l'ai vu faire cela plusieurs fois. Puis je me suis rendu compte de ce qu'il faisait. Il se changeait. Mais pourquoi? La dernière fois que je l'ai vu faire cela, je l'ai invité à manger et regarder un match de football, mais il est ensuite sorti sous prétexte qu'il devait acheter quelque chose que j'avais oublié. Je suis descendu en courant sur le parking et j'ai jeté un coup d'œil dans la voiture de Reggie. Il avait des vêtements soigneusement pliés et je pouvais voir la marque d'une chemise. C'était une chemise très chère. Elle ne ressemblait pas du tout à une imitation. C'est alors que j'ai réalisé que Reggie devrait m'escroquer. Je me suis dit, je parie qu'il vend l'art à un prix bien plus élevé et qu'il me donne un petit pourcentage. J'étais furieux.
Je n'étais pas prêt à me faire exploiter par un minable comme Reggie. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne regardait et j'ai utilisé une pierre du jardin pour briser la fenêtre de Reggie. J'allais prendre la chemise, mais j'ai fini par prendre un prospectus qui était à côté. C'était un flyer pour la galerie de Reggie apparemment. Plutôt ma galerie. Reggie était furieux quand il a vu la fenêtre de sa voiture fracassée, mais il n'avait aucun moyen de savoir que c'était moi, alors il est parti. Cette nuit-là, je suis allé faire une autre promenade dans la ville. Je serais bien allé directement à la galerie de Reggie, mais le dépliant n'avait pas d'adresse, juste un site web auquel je ne pouvais pas accéder. Il faisait nuit et j'ai apprécié le vent qui soufflait dans mes cheveux et les lampadaires qui illuminaient mon chemin. Je suis encore passé devant des tas de mes peintures murales, souriant avec nostalgie quand je les ai vues. J'ai également vu l'endroit où j'ai dormi ma première année en tant que sans-abri. J'avais l'habitude de me blottir contre un ours en peluche derrière une benne à ordures, caché là où personne ne pouvait me trouver. Une fois, un flic m'a trouvé et m'a éclairé avec une lampe de poche, ce qui m'a réveillé et je me suis enfui aussi vite que possible. C'était des années plus tard et je voulais y retourner. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, une partie de moi essayant de trouver cette maudite galerie avec laquelle je me faisais escroquer. J'étais en train d'abandonner quand j'ai soudainement tourné au coin et c'était là. C'était un cube de verre rougeoyant, rempli de gens à l'air riches. Je ne pouvais pas reconnaître ce cube au début, mais plus je m'approchais, plus je reconnaissais les peintures et les sculptures comme étant les miennes. J'ai fait irruption dans l'endroit, gagnant le regard offensé et dégoûté de tous les gens autour. Ils étaient, après tout, habillés en neuf, alors que je portais un short cargo et un t-shirt. Où est le soi-disant artiste? Ai-je exigé de savoir. De l'arrière de la salle est venu Reggie, portant des lunettes de soleil à l'intérieur dans une pièce bien éclairée, comme un crétin prétentieux. Il tenait 2 coupes de champagne, une dans chaque main, et m'en a tendu une. « Relax, Kai, fais la fête, nous avons du succès », a-t-il eu le culot de me dire. « Tu veux dire que toi, tu es un succès », lui ai-je dit. « Tout ça, c'est mon art », me suis-je exclamé. « Prouve-le ». Il m'a fait un sourire en coin. J'étais sans voix. Il avait gagné. 2 gardes m'ont attrapé par le bras et m'ont jeté dehors. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis dit. Mais ensuite, une ampoule s'est allumée au-dessus de ma tête. J'ai couru chez moi en prenant un raccourci. Maintenant que je savais où se trouvait la galerie, il me fallait peu de temps pour revenir. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour avec 2 toiles sous un bras et une boîte à outils pleine de fournitures artistiques sous l'autre. « Reggie !» ai-je crié. Il est sorti de la foule des gens qui admiraient mon art et a froncé les sourcils. J'ai dit « Je suis prêt ». Les 2 gardes ont tout préparé pour nous. Nous avions 2 toiles, dos à dos, pour ne pas voir celle de l'autre. Nous avions la même peinture et le même temps pour peindre quelque chose d'aussi simple qu'un arbre. Je savais exactement ce que je voulais. Alors, j'étais plus que confiant. Je voyais bien que Reggie tirait sur son col, qu'il paniquait un peu. Il a enlevé sa veste et remonté ses manches. Un des gardes a fait le compte à rebours et nous avons commencé la course. Je pouvais dire que tout allait bien, car les gens qui se tenaient derrière moi semblaient avoir le souffle coupé, tandis que ceux qui se trouvaient derrière Reggie avaient l'air confus et certains même trahis. Nous avons retourné nos toiles et les avons révélées à la foule. Mon arbre était une grande représentation de mon style, un style que tout le monde dans cette pièce aimait. Le tableau de Reggie ressemblait à une licorne vomie sur la toile. C'était un désastre absolu. Les 2 gardes du corps ont saisi Reggie par les bras alors qu'il donnait des coups de pied et criait, et l'ont jeté dehors par les portes d'entrée. Il a frappé sur la porte, mais ils l'ont fermée à clé. Tout le monde s'est entassé autour de moi, me bombardant de questions et disant qu'ils allaient poursuivre Reggie pour récupérer leur argent. Ce n'était que le début. Mes peintures et sculptures se sont toutes vendues pour plus d'argent que je n'aurais jamais pu rêver. J'étais sacrément riche. Quelque temps plus tard, je vivais dans un appartement de type penthouse, beaucoup plus grand que ceux dont j'avais besoin avec tout le luxe nécessaire. J'ai permis à Reggie de vivre dans l'appartement où je vivais avant en payant son loyer tous les mois, comme il a payé le mien pendant un certain temps, sauf que je n'ai pas changé mes vêtements en vêtements moins chics. Je l'ai laissé me voir dans toute ma gloire, habillé jusqu'aux dents chaque jour où je lui jetais de l'argent avant de partir en soirée avec une célébrité.